On a avec le Conseil UNICEF des jeunes une campagne de 2 ans et on a choisi de travailler sur le thème de la santé mentale. Le sujet de la santé mentale nous est venu vraiment spontanément pour tous parce que c'était donc en 2021, on venait de sortir un petit peu de la phase Covid. La santé mentale suite au Covid, déjà, a été en grande partie déstigmatisée. Mais c'est grâce au Covid, en quelque sorte, qu'on a pu constater une hausse des troubles psychiques. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment pu constater une alerte rouge sur la santé mentale. Et en plus de ça, la santé mentale touche énormément de sujets actuels, notamment donc, l'éco-anxiété, l'éducation et aussi l'immigration. Le Languedoc-Roussillon, entre mer et montagne, une terre de contrastes chargée d'histoire. C'est ici que notre comité territorial UNICEF agit depuis 35 ans au travers de ses 4 délégations. Le Gard, Lozère, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Notre force ? Nos 200 bénévoles. Une équipe plurielle, riche de talents à la fois différents et complémentaires. Nous sommes réunis autour d'une même cause, les droits de l'enfant. Épaulés par nos services civiques, soutenus par notre coordinateur régional, nos bénévoles sont au cœur même de nos actions. Sensibilisation scolaire, engagement des jeunes, communication, événements de collecte, mais aussi actions de terrain avec le soutien scolaire aux mineurs isolés. Tout cela est rendu possible grâce à l'implication de nos partenaires, les villes amies des enfants, l'Académie de Montpellier, les clubs amis, mais aussi les associations partenaires. Nous agissons ensemble dans le respect des valeurs fondamentales de l'UNICEF France. Bienveillance, respect, intégrité, confiance et responsabilité. Notre comité est avant tout une équipe. Bienvenue au comité UNICEF Languedoc-Roussillon. À quoi pensez-vous si je vous parle des droits de l'enfant? La manière dont les gens traitent leurs enfants? C'est la vie privée, ça ne me regarde pas, je vous entends dire. Ou encore, les enfants? Mais on ne leur demande pas leur avis, c'est les adultes qui décident. Eux, ils ne peuvent pas savoir. Ou peut-être que les droits de l'enfant, ça vous fait penser aux situations extrêmes que l'on voit au journal télévisé. Les enfants maltraités, les guerres ou les famines dans des pays lointains. Et si je vous disais qu'en fait, les enfants ont tous des droits et qu'il faut les reconnaître? Eh bien oui, les enfants ont des droits qui sont applicables partout, tout le temps, quelle que soit leur situation ou leur âge, chez nous, chez les autres, ici ou ailleurs. Le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et des abus, le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent, le droit d'être protégé contre les discriminations. Il en existe beaucoup. Mais je ne les connais pas tous, comment les respecter, vous me dites? Et que faire si je soupçonne une personne de ne pas le faire? Le respect des droits de l'enfant est la responsabilité de chacun d'entre nous. Connaître et reconnaître ces droits permet de mieux les protéger et de pouvoir intervenir si besoin. En France, le défenseur des droits est garant de la promotion et du respect des droits de l'enfant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus donc, à participer à cette table ronde
qui porte donc sur la santé mentale des enfants. Et c'est la deuxième conférence d'un cycle de conférences que nous organisons ici donc à l'Université de Nîmes. Et d'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour remercier encore une fois l'université et en particulier le service de communication qui nous a beaucoup soutenus, qui nous ont beaucoup aidés, en particulier donc sur le contact avec la presse. Donc c'est la deuxième conférence que nous organisons ce soir. Et ces cycles de conférences ont été donc organisés par donc, un collectif de 22 associations. Et c'est l'association DUIGAR qui coordonne l'ensemble de l'organisation. Mais tous les sujets qui sont proposés lors de ces conférences et ateliers eh bien, émanent des discussions de ce collectif. Et donc nous remercions d'ailleurs tous nos partenaires qui ont bien voulu jouer le jeu. Et c'est une expérience tout à fait intéressante. Nous avons eu des échanges très intéressants et constructifs. Donc je vais laisser la parole à Philippe, qui va donc animer cette table ronde, en vous remerciant encore une fois de votre participation. Et n'hésitez pas à poser donc de nombreuses questions tout à l'heure, à la fin donc de la table ronde. Merci. Merci Cathy. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc, et je remercie encore l'université de son accueil dans ce bel amphi. Donc nous allons commencer notre table ronde dans quelques instants, mais auparavant je me présente, je suis Philippe Sérafimides, délégué territorial UNICEF Gare Lozère, et je suis accompagné par Lola Ray, qui est une jeune ambassadrice UNICEF. Donc nous allons co-animer ensemble cette table ronde dont le thème vous a été évoqué, qui est la santé mentale. Donc sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, je vais lancer une première question qui va s'adresser donc à notre jeune ambassadrice. Qu'est-ce qu'un enfant ? Alors l'enfant, vous m'entendez ? Oui. C'est bon, ok. D'un point de vue juridique, l'article 1er de la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, définit l'enfant comme un être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation nationale. D'un point de vue médical, l'enfant débute sa vie à la naissance, pour la terminer à la puberté, donc en soi l'adolescence. D'un point de vue social, l'enfant est un jeune être humain en cours de développement qui dépend de ses parents ou d'autres responsables juridiques. Toutes ces définitions amènent à une période clé, qui est la période de l'enfance. Période essentielle du développement cérébral, toutes les premières expériences durant l'enfance vont avoir une influence considérable sur la personne que vous serez par la suite et sur le rôle que vous jouerez au sein de la société. J'amène donc ici la prochaine question, qui est « Qu'est-ce que la santé mentale ?» Merci. Alors, la santé mentale, c'est un vaste domaine et on peut indiquer la chose suivante. La santé mentale des enfants, c'est le droit au bien-être. La santé mentale est un véritable enjeu de société pour nos enfants d'aujourd'hui comme pour les adultes qu'ils seront demain. Et surtout, mérite une approche autre que seulement sanitaire. L'importance de l'équilibre psychologique et émotionnel est nécessaire pour se sentir bien au quotidien, au même titre que la santé physique. Ne pourrions-nous pas considérer qu'un enfant en bonne santé mentale est un enfant en état de bien-être et où son intérêt supérieur serait respecté ? Pour prendre la pleine mesure de la santé mentale, il faut donc l'appréhender en considérant l'ensemble des facteurs qui l'affectent, au-delà de la seule santé physique, comme l'environnement familial, scolaire, les relations affectives, les conditions de vie, les réseaux sociaux et bien d'autres encore. Ce soir, donc, l'objectif de cette rencontre est d'essayer de vous apporter, cher public, un autre éclairage sur la santé mentale afin d'inciter à la parole et surtout à l'écoute. Donc pour animer cette table ronde, vous éclairer et répondre à vos questions à l'issue de ce débat, nous allons avec nous ce soir donc, le docteur Madeleine Guédan, qui est psychologue clinicienne et psychanalyste,
docteur en psychopathologie, maître de conférences honoraire de la faculté de Montpellier et de Nîmes. Le docteur exerce en libéral comme psychanalyste à Nîmes et reçoit des enfants, des adolescents et des adultes. Nous avons également le psychologue clinicien M. Adama Boubakari, qui est actuellement en service en pédopsychiatrie au CHU de Nîmes. Son parcours professionnel s'est toujours articulé autour des problématiques de l'enfance et de l'adolescence. Et enfin, nous avons M. Romain Blanchard, donc politiste et juriste de formation. M. Romain Blanchard occupe les fonctions de chef de pôle régional Occitanie du Défenseur des droits. À ce titre, il coordonne et appuie le réseau de 58 délégués du Défenseur des droits implantés dans la région. Au-delà, il a travaillé depuis plusieurs années au siège de l'institution à Paris et s'est beaucoup investi en parallèle de ses activités professionnelles dans différentes associations de défense des droits, notamment des droits des enfants, et de lutte contre les inégalités. Il est également chargé d'enseignement en droit des associations et droit de la non-discrimination à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et à l'Université de Montpellier. Pour débuter sans plus tarder, donc voici la première question. Alors, je vais principalement m'adresser au docteur Guédane et à monsieur Adama. Qu'est-ce que la santé mentale? De quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? Alors, je vais commencer par Vous n'entendez pas au fond? Moi, j'ai toujours parlé sans micro ici. Je vais commencer par faire un petit historique, rapide, ne vous inquiétez pas, parce que c'est toujours important de savoir d'où viennent les choses. Donc je me raterai au XIXe siècle. Je commencerai par le XIXe, c'est-à-dire qu'au XIXe, il y avait une frontière tout à fait floue entre ce qui était la santé ou la maladie mentale. Et c'était toujours, on voyait la santé en négatif, c'est-à-dire en clair, que si on n'était pas fou, on était en bonne santé mentale. Donc c'était très succinct. Au XXe siècle, quand même, il y a eu la découverte de la psychanalyse, il y a eu beaucoup de pédagogues qui se sont intéressés à l'enfance pour diversifier et puis surtout connaître ce que c'était un enfant, puisque jusque-là, l'enfant, c'était un adulte en raccourci, c'est tout, on ne s'occupait pas de lui. Donc, il y a eu beaucoup de changements au début du XXe siècle. Et à ce moment-là, on a commencé à faire des distinctions en 3 catégories, l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Et puis, ça a continué, on a sous-divisé ces catégories. La prénatalité, la petite enfance, l'enfance, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte et le senior. Donc, petit à petit, au fur et à mesure des années, on s'est intéressé à comment se développe l'être humain en somme. Voilà. Et donc, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, donc, qu'il y a eu un grand changement dans les années 60, où on a parlé à ce moment-là d'hygiène mentale. C'est-à-dire, vous voyez bien, c'était très calqué sur l'hygiène physique qu'on commençait à découvrir. Voilà. Donc, après seulement, il y a eu la santé mentale. Et à partir de là, comme on avait étudié toutes ces catégories d'enfants, adolescents, etc., on a construit des référentiels théoriques à partir du développement de l'enfant en particulier, puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais il a fallu, donc on a eu des concepts et des théories sur les savoirs, sur ce que c'était un enfant, sur les pratiques, comment il fallait s'y prendre, sur les institutions, etc. Et ce référentiel théorique, il a été en place assez tôt, dans les années 50-60. Il a fallu quand même 30 ans, parce que c'est en France ce qu'il faut à peu près pour passer de la théorie à la pratique, donc dans les années 1990, pour qu'on parle vraiment et qu'on applique ce que c'était que la santé mentale. Voilà, et donc là, on est passé carrément du médical au social. C'est-à-dire, c'est très important, qu'à ce moment-là, on a intégré les politiques publiques dans le concept de santé mentale qui, jusque-là, n'était pas intégré dans les politiques publiques. Voilà. Donc ça a eu quelque chose de très
des politiques publiques, c'est très important, ne serait-ce qu'au niveau des subventions, n'est-ce pas? Mais il y a quand même eu un ennui, qu'on voit très bien maintenant, c'est que ça devient une norme imposée. Or, qu'est-ce qui se passe quand il y a une norme imposée? Il y a de la résistance. Donc, cette entrée des politiques publiques dans la santé mentale a été à la fois bénéfique et à la fois, il y a eu un côté, mais comme souvent dans beaucoup d'introductions de concepts, négatif. Donc maintenant, pour être sain, il faut être adapté et sans devenir aliéné, parce que justement, sans accepter ce qui peut être imposé et néfaste, mais imposé simplement parce que c'est la norme. Voilà. Et donc, il y a une ambiguïté toujours dans ce système de santé mentale. Évidemment, entre-temps, au fur et à mesure des concepts, il y a des institutions comme l'OMS, comme l'UNESCO qui se sont créées pour piloter tout ce qui tournait autour de la santé mentale. Alors, la définition de l'OMS, c'est état complet de bien-être physique, mental et social. Vous voyez le programme? C'est énorme et c'est évidemment utopique. Mais c'est important parce que ça existe et qu'on tend vers, comme dans tout idéal. Alors, cette avancée, elle a été surtout parce qu'on a pris l'individu comme unité de référence, mais l'individu psychodynamique, c'est-à-dire dans son développement. Et ces développements ont été étudiés finement et on s'est aperçu qu'à chaque passage, enfant, petite enfance, enfant, enfant-ado, il y a des crises. Et il y a des crises qui fragilisent et on va donc étudier beaucoup ces passages parce que ce sont les difficultés en général qu'on trouve dans ce passage-là. Le problème, c'est que quand on se fixe sur comme unité l'individu, ça va toucher beaucoup de professions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le médical comme c'était avant, ni le social, il va y avoir les enseignants, les familles, bien sûr, etc. Et au fur et à mesure, c'était formidable d'introduire toutes ces professions. C'est ce qu'on appelait la biopolitique des émotions et des affects. Michel Foucault a beaucoup travaillé là-dessus, a beaucoup publié là-dessus. On va essayer d'aider toutes ces professions à se mettre à l'écoute des enfants. Et à partir de là, eh bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est toutes ces professions annexes, comme les enseignants. Je vais parler surtout des enseignants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus souvent les enfants en présence. Eh bien, ils savent bien qu'ils sont pas, ils se sont formés, ils sont à l'écoute, etc. Mais ils ont bien d'autres choses à faire, l'enseignement, tout ça. Et donc, ils ne se font pas tellement confiance, ils hésitent, alors on leur a donné des protocoles, des questionnaires. Et maintenant, ce sont les enseignants, pour la majeure partie des cas, qui cochent des questionnaires pour dire si cet enfant va bien, va pas bien, et orientent vers des spécialistes de tout genre, qui s'occupent des enfants pour les aider à surmonter des difficultés. Et ça a eu un effet, c'est que on va donc adresser aux spécialistes et on va diagnostiquer. Et on va même surdiagnostiquer. C'est la plaie de notre époque, on surdiagnostique les enfants. C'est-à-dire, on en parlait avec... tous les cabinets et les comment ça s'appelle, et les services des hôpitaux et des CMPP, tout ça sont surbookés d'ici 3 ou 4 mois. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de consultation, puisque si on ne peut pas les suivre, ce n'est pas la peine. Donc on rencontre en France actuellement cet énorme problème. Pourquoi? Et là on observe un recul par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est que sous prétexte que ça concerne les spécialistes, les parents, les enseignants vont démissionner. Dès qu'il y a un problème, hop, spécialiste. Et du coup,
il y a des problèmes qui pourraient se régler très facilement. Parce que dès qu'il y a une difficulté, on pense c'est anormal. Or, c'est normal dans le développement d'un enfant. Il y a des difficultés tout à fait normales. L'évolution d'un enfant, c'est jamais linéaire. C'est toujours j'avance, enfin, je ne suis pas gauchère, j'avance, et puis comme je suis très fatiguée, parce que ça coûte des efforts physiques et mentaux, etc., hop, je fais une petite régression pour me resituer bien dans mes pompes, etc. Et c'est bien cette régression, parce qu'elle me donne de l'élan pour repartir un peu plus loin. Donc l'évolution d'un enfant, c'est jamais, comme on voit sur le livre d'histoire de gauche à droite, quand on est droitier avec la flèche au bout, c'est que des avancées comme ça. Alors ça finit par faire une ligne droite. Mais on a actuellement une vision de l'enfant qui est, ça doit tout le temps marcher bien. Il ne faut pas de régression, il ne faut pas de perturbation, de distraction, etc., etc. Donc actuellement, on peut dire que l'enfant n'a pas droit à l'erreur, il doit réussir, il doit coller au fantasme de l'adulte et des parents surtout, et il devient la jouissance du parent. Je vous donne un exemple d'hier. Je reçois une fillette de 7 ans qui a été grand prématurée, donc elle a été suivie avec soin. En France, les soins physiques sont excellents et les enfants sont très bien suivis sur le plan médical physique. Donc cet enfant, elle a été suivie, elle s'en est très bien tirée, elle a 7 ans, elle est en CE1, je crois, elle n'a pas de problème scolaire, mais comme elle a été prématurée, elle continue à être suivie en kinésie, chez l'orthoptiste, chez l'orthophoniste, et on me l'envoie à moi, parce que quand même, il semble qu'elle a un petit manque de concentration. Alors je vais vous dire, une enfant qui après l'école a le lundi et le mercredi kiné, le mardi et le jeudi orthoptiste, et tous les jours de la semaine après l'école quelque chose, il y a le temps du trajet et tout ça. Elle rentre chez elle le soir complètement exténuée. Sa mère aussi, bien sûr, qui est obligée de l'accompagner, etc. Et moi, on me l'envoie parce qu'elle n'a pas trop de concentration. Mais moi, j'en aurais pas plus. C'est-à-dire qu'on met l'enfant dans une situation où, pour l'aider, on la découpe en petites rondelles et on ne voit pas l'ensemble. Il n'y a pas de vision holographique de l'enfant actuellement. Et c'est une catastrophe pour les enfants, mais pour les parents aussi. Voilà, je m'arrête. Après, Monsieur Adama, si vous voulez rajouter quelques petits éléments par rapport à ce long exposé de Dr Guédan, quand on parlait de santé mentale. Oui, mais Dr Guédan a déjà tout dit, a donné une vision vraiment large de ce qu'est la santé mentale. Mais juste pour peut-être illustrer ce qu'elle disait tout à l'heure, elle a parlé de cette considération qu'on avait de juste cet après-midi, la dernière consultation que j'ai eue une ado de 14 ans qui arrive et qui me dit pourquoi est-ce que vous avez marqué, il y a en gros là marqué pôle de psychiatrie. C'est irrespectueux vis-à-vis des patients. Et ça m'a interpellé en pensant à la rencontre qu'on aurait cet après-midi. Et on dirait qu'il y a encore des résistances dans cette conception de la santé mentale ou de la maladie mentale. C'est envisagé comme étant dans un continuum où la santé mentale et la maladie mentale sont les deux extrémités. Et on a encore du mal à la considérer comme étant juste un état de bien-être. Un état de bien-être dont chaque être humain devrait jouir et qui nous permette à chacun d'affronter les vicissitudes de la vie et d'être en capacité. Merci beaucoup. On va... Oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur. C'est d'un point de vue, je ne suis pas médecin, je suis juriste, politiciste, donc d'un point de vue politique publique, ça a été dit, c'est vrai que pendant très très longtemps,
la santé mentale était associée à la psychiatrie, en fait, et c'était pathologisé. Madame Guédan l'a rappelé, il y a eu un vrai tournant dans les années 90 où on s'est approprié ce concept de santé mentale tel que promu par l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, et c'est la nuance que je voudrais apporter, dans la pratique, il y a encore, me semble-t-il, du travail à faire. La santé mentale est encore très très pathologisée, et on le voit aussi dans les plans d'action que peut prendre et mettre en œuvre le gouvernement. Là, un des grands plans d'action a été la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui a été publiée en 2017 ou 18, je ne sais plus, 17 me semble-t-il, sur la quarantaine de mesures, je crois qu'il y en avait 37, la très très grande majorité concernait la psychiatrie. Et en fait, celles qui concernaient la prévention des troubles psychiques et la santé mentale en tant que telle, je crois qu'elles se comptaient sur les doigts d'une seule main, il y en avait 4 ou 5. Donc on voit bien à travers cet exemple que sur un plan sur la santé mentale, il y a quand même la plupart des mesures qui concernent la psychiatrie, et on a du mal à se sortir quand même de cette définition qui, me semble-t-il, est très très restrictive. Justement, puisqu'on parlait de droit à la santé, et notamment la santé mentale pour les enfants, donc existe-t-il un droit à la santé, et notamment à la santé mentale pour les enfants? Oui. Alors, si vous me permettez, avant de répondre à cette question, et je vous promets que je vais y répondre, et je ne serai pas trop long, ça me semble important de rappeler en guise d'introduction que les enfants ont des droits. Alors, vous allez sourire, hein, parce que si vous êtes là, c'est que quand même vous êtes plus ou moins acquis à la cause des droits de l'enfant, en tout cas j'osais l'espérer. Mais c'est important de rappeler que les enfants ont des droits qui sont garantis par une convention internationale dont vous avez parlé en introduction, donc cette convention internationale des droits de l'enfant, qu'on appelle aussi la CIDE, et qu'il s'agit d'un texte contraignant, c'est aussi important de le rappeler, pour les pays qui l'ont ratifié, comme c'est le cas de la France. Autrement dit, les enfants sont titulaires d'un certain nombre de droits fondamentaux, à l'instar de n'importe quelle d'ailleurs personne humaine, mais aussi de droits spécifiques qui sont énoncés dans cette convention internationale. Et en fait, si c'est évident pour la plupart d'entre vous, ça me semblait important quand même de le rappeler, parce que cette convention internationale est aujourd'hui encore largement méconnue. Aux défenseurs des droits, on a fait une très grande enquête auprès de plus de 5000 personnes, enquête qui portait sur les droits de l'enfant. Et donc on a interrogé les gens et on leur a demandé s'ils étaient en mesure de nous citer au moins un droit de l'enfant. Et en fait, plus de la moitié des personnes étaient incapables de citer ne serait-ce qu'un seul droit garanti par cette convention internationale. Ce qui montre bien quand même qu'il y a un énorme déficit de notoriété de cette convention internationale, et c'est d'autant plus dramatique que la convention internationale ne date pas d'hier, elle a plus de 30 ans, et donc on voit bien qu'il y a quand même un important travail à faire. J'en viens à la question. Dans cette fameuse convention internationale, il y a effectivement un droit à la santé, c'est l'article 24, qui reconnaît à chaque enfant le droit à la santé et également le droit d'accéder à des services de santé. Plus exactement, je vais vous dire ce qui est écrit dans cet article. Il est indiqué que les États parties, donc la France, reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux ou de rééducation. Ils s'efforcent, les États, de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. Et ce que je vous disais aussi un peu plus tôt, cette reconnaissance du droit à la santé pour l'enfant s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui du droit fondamental à la santé, qui est consacré au niveau constitutionnel, qui est consacré aussi au niveau international, avec le préambule de la Constitution de 1946, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais également avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, si vous avez été attentive et attentif, vous avez entendu qu'il n'est pas question
dans cet article de santé mentale. Il est question uniquement de droit à la santé. Ça ne veut pas dire que la santé mentale est absente et que du coup elle n'est pas un droit. C'est simplement que cette notion de santé mentale en fait est indissociable de ce droit général à la santé. En fait, la santé mentale, c'est une composante de la santé. Est-ce que, je voudrais dire aussi, je vois qu'on ne me regarde pas, donc tant que j'ai le micro, je continue de parler, c'est que ce droit à la santé mentale, il est bien sûr particulièrement important, ça va de soi, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, mais il est aussi intéressant parce qu'en fait, il s'inscrit dans une relation d'interdépendance avec les autres droits qui sont énoncés dans cette convention internationale. Je m'explique, ça peut paraître un peu abstrait, une relation d'interdépendance entre droits. Rassurez-vous, c'est pas très compliqué. Pourquoi c'est interdépendant? Parce que le fait de veiller au respect de l'ensemble des droits de l'enfant qui sont énoncés dans cette convention internationale, donc des droits de l'enfant, vous en connaissez, hein, le droit d'avoir un toit, le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir un accès aux loisirs. Le droit à l'identité, qui est un des premiers droits. Absolument, le droit à l'identité, le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. Eh bien, le fait de veiller à l'ensemble de ces droits, ça participe grandement, bien entendu, à la bonne santé de l'enfant et notamment de sa santé mentale. Si l'ensemble de ces droits sont respectés, alors l'enfant a de grandes chances d'être en bonne santé mentale. Par contre, si un ou plusieurs de ces droits ne sont pas respectés, alors l'enfant aura de moins bonnes chances, ou en tout cas aura une moins bonne santé mentale. Et inversement, le fait de veiller à la santé mentale de l'enfant, c'est aussi lui donner la possibilité de jouir pleinement de l'ensemble de ses droits, puisque si la santé mentale d'un enfant n'est pas respectée, alors il aura peut-être plus de difficultés à mettre en œuvre d'autres de ces droits. Donc, autrement dit, ce que je disais dans mon introduction, le droit à la santé mentale est indissociable des autres droits, puisqu'il en est à la fois la condition de réalisation, mais aussi la conséquence. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'en viens avec la troisième question. Pourquoi y a-t-il plus d'enfants aujourd'hui qui sont diagnostiqués avec des troubles de santé mentale? Et que veulent faire maintenant les adultes pour les enfants? Qui commence peut-être Monsieur Adama, peut-être, et puis après on repassera à la question. La question du diagnostic, donc pourquoi est-ce qu'il y a plus d'enfants diagnostiqués? Bon, je ne suis pas médecin, parce que en général, en psychiatrie ou en pédopsychiatrie, la question des diagnostics relève souvent de la compétence des médecins, et les psychologues s'y refusent en général, mais interrogent plus la dynamique psychique qui traverse les patients. Mais à mon sens, je pense qu'on devrait plutôt plus parler des motifs de consultation, parce que parler des diagnostics, il y a aussi la question de l'adressage. Qui adresse les patients? Donc, y a-t-il réellement souffrance de la part des enfants? Mais donc, je pense que les motifs de consultation, eux, témoignent aujourd'hui ils sont le reflet de ce que la parole se libère, ou les cursus de la normalité, de ce qui est admis aujourd'hui, bouge beaucoup. On a beaucoup de refus scolaires anxieux, de troubles anxieux, de troubles de l'humeur, de troubles de l'opposition, beaucoup de troubles qui, à mon sens, sont le reflet de ce que notre société aujourd'hui est devenue. Une société qui va à pleine vitesse, où la rentabilité est devenue le maître mot, et qui fait en sorte que nous avons une génération d'enfants qui traversent des choses pour lesquelles la communauté éducative n'a pas forcément n'est pas adaptée, ou n'a pas les compétences de réponse. Et donc, nous sommes dans il existe une fracture qui, à mon sens,
Peut-être que l'on cherche toujours ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien, et on accentue sur le problème et non pas les opportunités de ce qui peut aller bien. Peut-être le docteur Guédan peut-être faire un complément à ce niveau-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, ce que je redis, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais vous savez, vous avez vu le mépris de Jean-Luc Godard. Vous vous souvenez de Brigitte Bardot. Elle dit « Tu aimes ma bouche, tu aimes mon nez, tu aimes mes fesses, tu aimes, etc. » Et à la fin, qu'est-ce qui se dit? Donc, si tu aimes ça, séparément, tu m'aimes. Donc, tu m'aimes totalement. Oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Tragiquement, c'est dans le texte du film. Pourquoi? Parce qu'on a découpé l'enfant. On l'a schizophrénisé. Et c'est ça le problème actuellement de l'enfant. Il y a plein de choses qui vont bien chez les enfants de maintenant. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais les 3/4 des parents, pour certains troubles qu'on reçoit, beaucoup de troubles d'enfants, c'est les parents qui peuvent les résoudre ou les enseignants. Mais ils n'osent pas. On a peur de passer à côté du bien-être de l'enfant. On a peur de ne pas voir on veut pas voir. On n'accepte pas qu'il ait une petite souffrance. Quand c'est une grande souffrance, d'accord. Mais quand c'est des petits accros de la vie, tout ça, les parents, ils sont là. Mais on a déresponsabilisé en disant « adressons aux spécialistes », on a déresponsabilisé les parents, les enseignants, les éducateurs, enfin tous ceux qui s'occupent des enfants. On ne prend pas le temps de dire « voyons, qu'est-ce qui se passe ?» Non, tout de suite, le questionnaire, le protocole, on a rempli, pauvre spécialiste. Et c'est ça le drame. Parce que les enfants, on a perdu de vue, vous avez parlé du droit à la scolarité, qui est un droit majeur de l'enfant, hein, mais la scolarité, c'est un bien précieux et c'est un droit, mais ça devient une torture pour plein d'enfants. C'est ça le problème. Et pourquoi ça devient une torture? Parce qu'il faut faire entrer des choses bien précises dans la tête d'un enfant. Dans les cases. Et les enseignants, ils sont mal placés, comment dire, ils souffrent aussi, parce qu'il faut qu'ils fassent le programme. C'est ça qui compte. C'est pas que tel enfant, peut-être, il pourrait attendre un peu plus, ou etc. Il y a eu de très grands pédagogues au début du XXe siècle, Montessori, De Crowley, Dewey, tout ça. Ils ont réformé l'école de façon spectaculaire. Et bien, tout ça, c'est oublié, on revient au Moyen-Âge. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Parce que des droits de l'enfant, il a droit à quoi? Il a droit à courir, à grimper, à taper. C'est-à-dire, vous savez que les enfants courent beaucoup moins vite qu'avant maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la sensation proprioceptive de leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés tout le temps, en dehors du Covid-19. Parce qu'on ne respecte plus ce droit à l'enfant de s'agiter. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent TDAH, hein, c'est tout. Alors, pour deux raisons aussi. C'est qu'on nie la dépression de l'enfant à l'école. TDAH, vous devriez expliquer ce que c'est, que certaines personnes ne savent pas forcément. TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec oui. ou sans hyperactivité. Il faut faire attention aux sigles. C'est le dysfonctionnement à la mort. Tout à fait. Oui, mais pour en rajouter à ce que disait le docteur Guédan, et ce qui est fait automatiquement dans les services de pédopsychiatrie aujourd'hui, pour les demandes de consultation, par exemple, ces questionnaires sont automatiquement remplis par les enseignants et par les parents, et des questionnaires qui retracent puis qui font ressortir des critères diagnostiques qui, aujourd'hui, dans la société où nous vivons et le rythme que nous avons, les enfants répondront forcément à ces critères diagnostiques et donc auront une étiquette qui leur est recollée sans que toutefois il n'ait le vécu ou une souffrance qui reflète. Mais je pense qu'il y a aussi
la répercussion des moyens qui sont alloués. On y reviendra sur les moyens. Je pense que l'éducation nationale est en très grande souffrance, manque de moyens, avec des effectifs pléthoriques dans les classes et donc des difficultés à assumer ces effectifs. Et donc on a tendance à tout de suite orienter vers des spécialistes parce que voilà. Oui. La question de l'évaluation du nombre d'enfants, aujourd'hui, je crois qu'on est quand même bien en peine d'évaluer parce qu'il y a quand même très peu d'études et d'enquêtes qui portent sur la santé mentale des enfants. Là, on parlait de diagnostic, de troubles, là encore, ça renvoie à pathologiser. Et c'est ce qu'il ne faut pas forcément faire. Et sur l'approche large de la santé mentale telle que promue par l'OMS, finalement, on a très peu de données. On ne sait pas si nos enfants aujourd'hui, ils sont en meilleure santé mentale ou plus mal qu'il y a 5 ans. C'est tout nouveau, hein. C'est des choses qui sont ressorties après la crise sanitaire et sur lesquelles ça a mis en évidence un certain nombre de points. Et donc, le gouvernement aussi a mis à l'ordre du jour la santé mentale, mais aussi parce que beaucoup de révélations sont apparues et aujourd'hui on en prend un peu plus conscience. Ça vient peut-être à la question suivante, c'est pouvons-nous dire qu'aujourd'hui il y a des défauts de prise en charge des enfants et qu'en est-il des repérages des troubles de santé mentale liés à différentes sources comme le harcèlement scolaire, la difficulté d'adaptation au rythme scolaire? Peut-être que M. Blanchard peut déjà dire quelques éléments concernant ce qui remonte au travers des droits des enfants. Alors, il va falloir que je prenne une grande respiration pour répondre à cette question parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, il faut peut-être, avant que je fasse la liste de tout ce qui ne va pas, que je vous explique d'où je parle, parce que je parle d'un prisme qui est un peu déformant de la réalité, puisque je travaille pour le Défenseur des droits, qui est une institution publique de défense des droits et libertés, et notamment des droits de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Toute personne et tout enfant qui estime que ses droits ne sont pas respectés peut nous saisir. Donc, dit autrement, je ne vois que ce qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas du tout accès à ce qui fonctionne bien. Donc, forcément, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et c'est vrai qu'à travers toutes les saisines que l'on reçoit, sur les droits de l'enfant, pour vous donner un ordre de grandeur, on en reçoit un peu plus de 3000 chaque année qui font état d'atteinte aux droits de l'enfant. Et sur ces 3000, il y en a quand même un très grand nombre qui concernent directement ou indirectement la santé mentale et qui font état d'un certain nombre de défaillances. Et ces défaillances, elles sont on va dire, sur 2 ordres. D'une part, en matière de repérage et bien sûr en matière de prise en charge en tant que telle. Alors, au niveau du repérage, il arrive assez souvent que les situations dont nous sommes saisis soient le résultat de détérioration successive de problèmes anciens qui n'ont pas été repérés alors qu'ils auraient dû l'être, que les symptômes manifestés par l'enfant auraient dû permettre d'identifier cette souffrance psychique. Et ce défaut de repérage par les différents professionnels, quels qu'ils soient, tous les professionnels qui entourent l'enfant, peut avoir bien sûr plusieurs causes. Pour ne pas être trop long, je m'attarderai sur une seule d'entre elles, c'est celle qui revient de manière récurrente dans nos dossiers et qui est l'absence de prise en compte de la parole de l'enfant. On constate très fréquemment dans les dossiers qui nous sont soumis, et pour vous donner un exemple très concret, dans les dossiers par exemple de harcèlement scolaire, vu que vous parliez de l'école, que les chefs d'établissement, mais aussi l'ensemble de la communauté éducative, peinent encore aujourd'hui à prendre en considération cette parole de l'enfant. Il arrive assez fréquemment que l'enfant fasse état de situations de violence qu'il subit à l'école, mais que cette violence, parce qu'elle se produit entre élèves, alors elle peut être banalisée par les adultes
qui vont la considérer parfois comme des chamailleries. Il arrive aussi fréquemment que les professionnels se sentent démunis. Et ça aussi, il faut l'entendre. Hein. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas traiter ces situations, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment faire. Et voilà, ça pose aussi toute la question de comment on recueille la parole de l'enfant. Beaucoup de professionnels ne se sentent pas légitimes aussi à accueillir cette parole, ne se sentent pas suffisamment outillés. Après, il y a d'autres raisons à l'absence de réaction lorsque les enfants parlent. Toujours est-il que, faute d'être repérés ou traités à temps, ces situations de harcèlement tendent à se dégrader avec toujours des conséquences plus lourdes et parfois dramatiques. Hein. Je pense que vous avez entendu dans la presse des situations de harcèlement qui ont conduit des jeunes, c'est souvent des lycéens ou lycéennes plus particulièrement, au suicide. Et bon voilà, là je vais vous parler de l'école, mais ce défaut de repérage, il se trouve à d'autres niveaux, mais je ne vais pas aller plus loin. Au-delà du repérage, on constate aussi des défaillances dans la prise en charge de la santé mentale. Et même si un besoin de prise en charge est correctement repéré, la réponse proposée n'est pas toujours adaptée. Et là, je me permettrai d'aborder 4 points. Premièrement, ça a déjà été dit par les autres intervenants, mais la prise en charge intervient souvent tardivement. Je pense que tout le monde le sait. Pour avoir un premier rendez-vous en CMP ou en CMPP, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années selon le territoire dans lequel vous êtes, ce qui retarde quand même considérablement la prise en charge et qui peut participer à une dégradation encore plus importante de la santé, notamment mentale, de l'enfant. Deuxièmement, la réponse apportée n'est pas toujours adaptée, n'est pas toujours à la hauteur des besoins. Et là encore, ce n'est pas parce que les professionnels ne veulent pas, mais c'est parce que parfois les professionnels manquent, parfois les places manquent, et parfois c'est carrément l'offre de soins qui est complètement absente du territoire. Hein. Les territoires ne sont pas tous dotés de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu énormément. On a publié un rapport sur la santé mentale des enfants, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis aujourd'hui face à vous, rapport que vous trouvez à votre disposition en haut. C'est le rapport 2021. Exactement, rapport qu'on a publié l'année dernière. Et pour l'écriture de ce rapport, on a auditionné beaucoup de professionnels et beaucoup nous ont parlé de ce manque cruel de professionnels spécialisés et aussi des vacances dans les établissements dans lesquels ils travaillent. Et ajouté au manque de place, je disais, du coup, ce manque de professionnels est parfois a des très lourdes conséquences pour les enfants. Et pour vous donner des exemples très concrets à travers les saisines que l'on a, on est fréquemment interpellés par des parents dont les enfants vont être pris en charge et en tout cas admis dans des services de psychiatrie pour adultes, faute de place dans des services de pédopsychiatrie. Donc ça, c'est quand même un gros problème de prise en charge. Je vous laisse imaginer ce que ça peut produire parce que, mine de rien, l'ensemble des professionnels qui interviennent en psychiatrie ne sont pas tous formés en pédopsychiatrie. Ça requiert quand même des compétences particulières. Et puis, il en va aussi de la sécurité de l'enfant, de ne pas être entouré par des adultes. Et un autre exemple que j'ai eu à connaître encore récemment qui illustre bien ce manque de professionnels et surtout les conséquences que ça peut avoir sur la santé mentale des enfants. On a eu un dossier concernant un jeune enfant atteint de troubles du spectre autistique qui était scolarisé en milieu ordinaire mais qui toutefois, pour avoir une bonne scolarité, devait bénéficier d'une AESH. Vous savez, les AESH sont les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap et qui leur permettent d'avoir une bonne scolarité comme n'importe quel élève. Il s'avère que les AESH manquent partout parce que ce n'est pas une profession très valorisée, très bien rémunérée, et donc on peine à recruter des AESH. Du coup, cet enfant, en fait, il n'avait pas d'AESH, mais c'était l'AESH d'un autre enfant en situation de handicap
qui l'aidait autant qu'elle pouvait, quelques heures par semaine. Et cette situation, pour cet enfant qui était déjà fragile, parce que autiste, a généré un stress énorme et une phobie scolaire à tel point que l'enfant a dû être déscolarisé. Et donc, là, on voit bien aussi à travers cet exemple que ce manque de professionnels a de lourdes conséquences sur la santé mentale des enfants. Il me reste 2 points, et j'irai assez vite, mais c'est la question sur laquelle j'ai sans doute le plus de choses à dire, donc après je serai moins bavard pour laisser la parole davantage à mes collègues. Autre élément qui ressort des dossiers qu'on a à traiter, c'est qu'il apparaît souvent un manque de formation, mais aussi de coordination des acteurs qui, cumulés, conduisent en fait à des mauvaises prises en charge des enfants. Dans de nombreux dossiers, on constate que les professionnels se trouvent véritablement démunis face à la souffrance psychologique qu'éprouvent certains enfants. Et je le disais un peu plus tôt, beaucoup en fait ne connaissent pas les outils à leur disposition ou les autres acteurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Et ce problème, en fait, corrélé au défaut de coordination, là encore, de lourdes conséquences, parce que c'est de cette façon que des enfants victimes de violences intrafamiliales ou de violences institutionnelles ne vont être ni repérés ni pris en charge. Et enfin, 4e et dernier point, je regarde Philippe qui est le maître du temps, qui est peut-être le... Je ne sais pas, on ne va pas hiérarchiser toutes les difficultés, je pense qu'elles sont toutes aussi dramatiques les unes que les autres, mais en tout cas qui, moi, me choque encore plus, c'est que on constate qu'on ne protège pas suffisamment la santé mentale des jeunes les plus fragiles. Je m'explique. On voit qu'il y a de graves lacunes, par exemple, dans la prise en charge des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Globalement, leur santé mentale n'est pas suffisamment prise en compte, que ce soit au moment de l'évaluation ou tout au long de la prise en charge, alors même que toutes les études épidémiologiques montrent que ces enfants ont des troubles psychiques beaucoup plus importants que chez le reste de la population. J'avais noté le chiffre, oui voilà, 50% des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance présentent ce genre de troubles, ce qui est 5 fois plus qu'en population générale. Alors même qu'on le sait, que les études le démontrent, eh bien, on ne fait pas grand-chose pour accompagner ces enfants. Et ça, c'est quand même absolument effarant. Et encore plus dramatique, en parlant des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, je voudrais dire 2 mots sur quand même le sort des mineurs non accompagnés, qui sont, vous savez, des jeunes étrangers qui ont fui leur pays, qui sont partis sans leurs parents et qui, du coup, se retrouvent seuls en France. Globalement, là encore, on ne peut pas faire de profil type des mineurs non accompagnés, mais on sait qu'ils, de par leur parcours migratoire, de par ce qu'ils ont fui, les violences, tout ça, ils sont davantage sujets à des troubles psychiques. Et là encore, on ne fait quasiment rien. C'est-à-dire qu'au moment de leur évaluation, on ne s'attarde pas du tout sur leur santé mentale et au niveau de la prise en charge non plus. Et pire encore, c'est-à-dire que les conditions de prise en charge engendrent des troubles psychiques. Je ne sais pas si je ne veux pas faire tout un laïus trop long sur les mineurs non accompagnés, mais pour beaucoup d'entre eux, en fait, il y a faute d'éducateurs aussi, ils sont très très mal suivis, accompagnés, et ils sont hébergés, mis à l'abri dans des hôtels sociaux, et donc sans présence éducative, ce qui est particulièrement là encore dramatique pour leur santé mentale. Voilà, j'aurais pu vous parler de plein d'autres publics, je vous ai donné quelques exemples. Très bavard. Oui, absolument. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, on voit bien à quel point toutes ces failles, que ce soit dans le repérage ou la prise en charge, portent grandement atteinte à la santé mentale de Mais on reviendra sur les moyens tout à l'heure. Peut-être si vous voulez rajouter quelque chose ? Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, en particulier sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont vraiment... Moi, j'en reçois beaucoup, mais ils ont des troubles psychiques, on comprend pourquoi, hein.
Ils ont été dans des familles violentes souvent ou déséquilibrées, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis l'association a du mal à trouver des familles d'accueil. C'est-à-dire que un enfant peut... J'en ai reçu un, je m'en souviens, il avait 7 ans et il avait fait 4 familles d'accueil, plus la rupture avec ses parents au départ. Donc on comprend que ça engendre certains troubles. Et ces enfants, en fait, ça manque aussi là de moyens, c'est-à-dire de familles d'accueil, et de familles d'accueil qui reçoivent, si possible, à minima, une formation quand même. Parce que être le relais pour un enfant, c'est quand même quelque chose de particulièrement difficile. Or, souvent, ils ont leur bonne volonté, il y a des gens super, mais il y a aussi des gens qui sont familles d'accueil parce que c'est un revenu financier. Et là, l'accueil n'est pas tout à fait le même quand il n'y a que cette motivation-là, c'est tout. Mais on comprend ça, mais c'est dramatique. De plus en plus, l'aide sociale à l'enfance manque de familles. Voilà. Donc, Monsieur Adama voulait rajouter un point. C'était pour embrayer sur les remarques qu'avait faites Monsieur Blanchard. Pour en venir au défaut de repérage, parce que c'est forcément lié au manque de moyens, je voulais juste souligner ce que me partageaient des collègues pédopsychiatres qui me disaient que nous ne sommes que 300 pédopsychiatres aujourd'hui en France. Et on n'en forme plus. On n'en forme plus et il y a quelques années, là, ils se rendent compte voilà, qu'il y a réellement un problème et que la filière est réouverte, mais il faut s'attendre, c'est au moins 10 ans de formation, donc nous avons 10 ans devant nous voilà, ça nous fait arriver justement à la question suivante que Lola va évoquer, que l'on va aborder, qui est directement liée à cette observation. Et juste pour terminer sur ce que disait M. Blanchard, je vais peut-être parler de... voilà, parce que le tableau il est peut-être un petit peu sombre, mais pour quand même relever que la réflexion est quand même en cours et qu'il y a quand même de l'espoir sur certains secteurs. Il a parlé de la question des mineurs non accompagnés. Dans le Gard, il y a quand même des associations, des professionnels Tout à fait. sont assez dynamiques sur cette question-là. Et moi-même, je participe à un collectif de professionnels qui essaie de faire un état des lieux de ce que... C'est une première étape importante. Voilà, que tous les professionnels sont en questionnement justement sur la question de l'adaptation de ce qu'ils peuvent proposer comme accompagnement à ces jeunes. Et voilà, ça demande une réflexion permanente. Et donc, il y a des collectifs de réflexion sur la création d'équipes qui soient dédiées à l'accompagnement de ces jeunes dans le milieu médico-social ou sanitaire. Et pareil pour la coordination on se rend compte quand même que les ressources existantes sont des fois très très cloisonnées dans leur mission. Et il n'y a pas longtemps, là, au CHU, par exemple, cette semaine, il y a eu une réunion, justement, des différents professionnels, une invitation à une réunion pour essayer de coordonner les ressources et d'aller au-delà de ces cloisonnements, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait vraiment un problème. Sur la question du harcèlement scolaire aussi, on peut noter qu'il y a des choses qui sont faites, notamment au niveau des EMAS, où il y a quand même de la sensibilisation autour des questions. Les EMAS et équipes mobiles académiques de sécurité. Généralement, elles sont reliées au DAZEN. Donc il y a des choses qui sont faites, mais ce n'est pas assez. Moi, je voudrais, pour compléter ce tableau sinistre, parler des infanticides. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours dans sa famille, dans des conditions de violence souvent atroces. Et on n'en parle jamais. Tout à fait, vous avez raison de le souligner.
Alors, pour enchaîner sur une touche peut-être un peu plus positive, moi je vais vous parler des moyens actuels. Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisants, adaptés pour améliorer justement la situation sur la santé mentale des enfants? Alors on l'a un peu abordé, et donc je pense qu'il y a différentes choses qui sont faites, qui sont en cours. Après, c'est de savoir aujourd'hui si ça vous paraît suffisant, adapté, et puis qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour que les choses s'améliorent sur la santé mentale. On est sur la santé mentale. Ils ne sont pas toujours coordonnés. Mais je pourrais, voilà, il y a une question de coordination des moyens qui sont alloués. Mais je pourrais relever, hein, comme moi étant inscrit dans ces dispositifs-là, on peut noter positivement, par exemple, que les ARS, notamment celui du Gard, par exemple, a mis à disposition une enveloppe de renforcement du secteur pédopsychiatrique suite à la crise du Covid. Et donc, il y a des psychologues qui sont recrutés sur ces financements-là, mais qui se veulent encore temporaires. La crise du Covid n'a pas eu que des effets négatifs. Il y a eu aussi des prises de conscience et des changements qui sont en train de se mettre en place. Oui, il y a autre chose qui va être positive. Vous savez qu'on va arriver dans un avenir de restriction. On a commencé. Eh bien, moi, je pense que, justement, on a tellement couru pour les enfants après le bien matériel, qu'on est devenu très américain. Qu'est-ce qui rend heureux l'enfant, hein? Et donc, ce qui rend heureux l'enfant, alors malheureusement pas pour les enfants de l'ASE, mais ni pour les jeunes mineurs émigrés, mais pour beaucoup d'enfants, ce qui rend heureux, c'est le bien matériel. Et on oublie que c'est pas ça qui rend heureux un enfant du tout. Et donc, ces restrictions, j'espère qu'elles vont amener à réfléchir sur, maintenant qu'on n'a pas tout ça ou qu'on vise pas tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va peut-être parler davantage, on va peut-être réfléchir davantage à ce qu'on fait et tout ça, et peut-être on va avoir un autre, les parents vont prévoir un autre avenir pour l'enfant. J'espère. Il faut rester positif. Oui, je crois qu'il faut rester positif. Toutefois, le constat, il est là et il ne faut pas avoir peur de le dresser quand même. Enfin, on l'a dit, l'offre de soins en pseudopsychiatrie est quand même largement insuffisante en France. Il y a de moins en moins de... Oui, il a été évoqué les délais d'attente qui étaient importants. De pseudopsy. Il y a un manque aussi de professionnels, notamment à l'école. Enfin, il y a de moins en moins d'infirmières scolaires, de moins en moins de médecins scolaires. Or, ces professionnels font un travail absolument formidable et nécessaire justement au repérage et à la prise en charge aussi de santé mentale des enfants. Donc, je crois qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, même si, et c'est vrai, et ça a été dit et il faut le reconnaître, des initiatives se développent, notamment suite à la crise sanitaire. Au niveau du gouvernement, il y a un certain nombre d'actions que j'avais relevées qui sont mises en place. Il y a eu un plan d'action qui s'appelle Mission Bien-être et Santé des Jeunes, un dispositif Écoute-moi qui s'adresse aux 11-21 ans. Plus récemment encore, il y a eu la tenue des Assises de la santé mentale au mois de septembre l'année dernière, qui a donné lieu à un certain nombre d'annonces de la part du président de la République, qui a notamment pour objectif d'avoir des maisons des adolescents, c'est ça? Oui, les maisons des adolescents. Voilà, maisons des adolescents dans chaque département, qui a aussi prévu la prise en charge des psychologues dès 3 ans pour les enfants. Donc, il y a une volonté, en tout cas, de faire. Toutefois, après, maintenant, il faut rester vigilant et attentif à la mise en œuvre concrète de ces actions qui ont été énoncées et aussi comment dire, garder les pieds sur terre, parce que dans les mesures annoncées, il y avait notamment la création de 400 postes dans les centres médico-psychologiques. Alors on peut se dire, waouh, super, 400 postes, le gouvernement met le paquet. Enfin, 400 postes à l'échelle nationale, ça fait 4 postes au niveau départemental. C'est bien en deçà des besoins qui sont identifiés aujourd'hui. Donc oui, des initiatives sont prises, mais il faut redoubler d'efforts, je crois. Le chemin est encore long. Absolument.
il y a eu des initiatives, par exemple l'étude qu'ont fait ado après le Covid, là ou pendant le Covid, c'était excellent. Le problème, c'est-à-dire les enfants, les ados de 9 à 16 ans, qui avaient vécu le confinement en ligne pouvaient participer, les enfants, les enseignants, les parents. Malheureusement, l'information a été tellement confidentielle que personne ne savait, donc n'a participé à ça. J'espère que ce qui se met en place maintenant pour le fil Santé Jeune aura plus de succès. Et qu'il y a aussi, qui est entièrement digital, J'en parle à pour les adolescents, qui est aussi donc sur Internet, qui a pour but de libérer la parole des adolescents et des enfants. Et j'espère que tout ça, ça va marcher. Enfin, ça va, à condition que, toujours pareil, il y a les milieux aisés qui ont connaissance de ces choses-là. Et les gens qui ont plus de difficultés à avoir accès à Internet ou qui sont étrangers ou tout ça ne le savent pas. Et du coup, on a toujours des résultats qui sont un peu faussés. D'où l'importance de la communication et de faire parler de toutes ces informations dont ils peuvent bénéficier et que ça ne s'adresse pas qu'aux milieux favorisés. Voilà, c'est ça, parce que souvent, les résultats ne sont pas trop mauvais, mais en fait, ils sont complètement tronqués, quoi. Ils ne sont pas justes dans le... si on se fie aux enquêtes strictes académiques, ça ne vaut rien. On a d'ailleurs, en parlant de santé mentale, on a à plusieurs reprises évoqué la crise du Covid-19. Donc on ne peut pas passer sous silence un certain nombre de questions qui sont, pour vous, quelles sont encore les conséquences sur les enfants liées à cette crise sanitaire. Qui commence ? Il y a eu une avalanche de demandes de consultation d'adolescents. Moi, j'en recevais pas tellement. Tout à coup, ça a été... Alors, pourquoi ? Parce qu'ils abandonnent leurs études, même des sujets brillants, ce qui quand même est assez exceptionnel. C'est-à-dire, quand je dis sujets brillants, c'est des gens qui sont en prépa, qui préparent des concours de haut niveau, et qui tout à coup disent « oh ben non, ça ne vaut pas le coup », un peu désespérés, si on doit mourir de ci, de mi, etc. Il y a ceux qui ont été en dépression. La France est quand même la championne de la dépression. C'est en France qu'il y a le plus de dépression. Et la dépression, si on analyse, c'est pression sans. Hein. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus d'existence, il n'y a plus rien. Et chez les jeunes enfants, on s'est aperçu, vous en avez parlé, des suicides qui existaient assez peu. Et il y a eu, donc, chez les enfants de moins de 12 ans, un nombre de dépressions et même de suicides qui a sérieusement augmenté. Progressé, oui. Voilà. Pourquoi ? Alors là, enfin, on est un groupe aussi à faire entre Montpellier et Nîmes où on fait une étude justement là-dessus. On fera une journée en juin, je pense, sur les résultats de ça. C'est que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'au moment, enfin pour les ados, de prendre leur envol et d'aller enfin en dehors des parents, dans le monde et tout ça, on les a fait régresser en restant entre eux. Et ça a fait des conflits. Ce qui a beaucoup joué aussi, vous le savez, il y a eu 100% de divorces en plus, et les enfants ont assisté à des scènes, à tout ça, et à ces divorces. Donc tout ça, ça a eu un impact direct sur les enfants qui n'avaient plus la ressource de l'extérieur. Donc dans les familles compliquées ou violentes, évidemment, il y a eu des répercussions assez difficiles. Voilà. Juste peut-être pour illustrer, moi au moment du confinement, j'étais en congé paternité et à mon retour, donc pendant le confinement, quand on a pu retourner au sein des CMP, je veux dire les 2/3 des demandes de motifs de consultation c'était des ados avec des idées noires et pour des crises suicidaires. Et je pense que depuis cette période,
la crise du Covid s'est imbriquée aussi dans la crise des moyens alloués à l'hôpital et donc fait exploser les files. Ça a mis en évidence ce gros déficit qu'il y avait et qui s'est accentué avec ce recours beaucoup plus important de besoins liés à ces adolescents. Les files actives ont explosé et elles ne sont jamais redescendues depuis. Monsieur Blanchard, peut-être. Juste quelques compléments. On a parlé de dépression. J'avais relevé le chiffre ici d'une étude de l'adresse, donc la direction de la recherche des études et de l'évaluation de la statistique, qui portait spécifiquement sur la hausse du syndrome dépressif pendant le premier confinement et qui démontrait justement une hausse générale et même un doublement chez les 15-24 ans. Ils étaient, 10% des jeunes présentaient un syndrome dépressif avant la crise sanitaire en 2019 et ils étaient 20% en 2020 à présenter un syndrome dépressif. 20%, c'est un jeune sur 5 en fait, c'est énorme. Donc oui, clairement la crise sanitaire et notamment les confinements, les restrictions d'accès à des loisirs, à des pratiques culturelles ou autres ont eu des effets délétères sur la santé mentale des jeunes. Toutefois, et je voudrais le préciser parce qu'en fait on en parle finalement très très peu, mais pour certains jeunes, la crise sanitaire a aussi eu des effets positifs. Exactement, et aussi bizarre que ça puisse paraître, des effets plutôt positifs, oui, puisque on pourrait parler de repli forcé, entre guillemets, puisqu'ils n'avaient pas d'autre choix que de rester chez eux. Ça a permis aussi un rapprochement entre les parents et des enfants. Ça a aussi permis un accroissement du temps des loisirs, des rythmes scolaires mieux adaptés aussi au rythme biologique des enfants et des jeunes parce que le rythme des cours était moins soutenu. Ça a aussi beaucoup aidé les enfants souffrant de phobies scolaires. Voilà, donc ça a quand même eu quelques effets positifs, même si ce repli chez soi, ça a aussi des conséquences délétères parce que les cours se faisaient à distance, donc l'addiction aux écrans s'est aussi, elle, développée, et qui dit addiction aux écrans dit après aussi des troubles du sommeil et des troubles alimentaires. Donc bon voilà, je serais quand même très prudent en disant qu'il y a eu quelques effets bénéfiques, mais il faut quand même le souligner pour certains enfants. Alors j'en viens à la 7e question et on aimerait avoir votre avis sur les facteurs de prévention et de protection qui favoriseraient le bien-être chez l'enfant. Il faut des consultations pour les parents et les enseignants. Ce sera aussi bref, mais c'est surtout renforcer les facteurs de résilience des enfants, justement, en développant les compétences et les attributs individuels d'ordre social, émotionnel, d'éducation parentale, tout ça. Mais voilà, il faudrait apprendre aux parents à changer un petit peu leur positionnement, à se dire qu'aller consulter et demander de l'aide, finalement, ce n'est pas si dramatique et ça ne fait pas de nous... Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de dramatique. Voilà. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de dramatique, mais que ça peut être une solution qui peut permettre après de retrouver une certaine indépendance et un certain bien-être. Et ils sont pour. Hein. Vous savez, dans toutes les grandes entreprises, il y a des groupes de parole, il y a des réunions, ça s'appelle le débriefing, tout ça. Pour les parents et les enseignants, ça n'existe pas, ça. Et pourquoi ? Alors que c'est les 2 plus grandes entreprises au niveau national. Et les parents sont complètement démunis. Moi, je le vois chez les très jeunes, les parents de 30 ans. Je les reçois, alors toujours pas pour eux, mais parce qu'il y a le petit qui ne va pas. Bon, alors, je reçois... Je vois bien que cet enfant, il n'y a rien qui cloche. Et j'en profite pour dire aux parents, mais alors vous, enfin, etc. Et là, on voit bien qu'ils sont démunis, ils se sentent incapables, ils se sentent, oui, mais nous, on ne sait pas, mais nous, comment, mais s'il lui arrive, mais si... En fait, les parents ont perdu confiance en eux, les jeunes parents,
Ils ont l'impression que c'est une mission impossible. Or, qu'est-ce qui compte le plus dans l'éducation? C'est la transmission. Avant, on essayait de transmettre aux enfants. Maintenant, on essaie de leur apprendre, mais à l'extérieur, trop à l'extérieur. Moi, je pense qu'il faut recentrer les parents sur qu'est-ce qui fait vraiment une famille. C'est quand il y a des choses qui se transmettent dans la famille et qu'il y a une famille élargie. Or, on sait bien que les familles monoparentales, maintenant, sont en grand nombre. Et c'est dans les familles. Les familles élargies, on voit bien qu'ils ont des racines. Et ces racines les aident à faire face, ensemble en général. Quand il y en a un qui défaille, l'autre arrive, etc., etc. Et ça s'est perdu au profit des spécialistes. Et c'est une erreur. Mais on pourrait, si les parents et les enseignants n'ont pas de lieu pour parler de toutes ces choses-là. Et moi, je pense que c'est ça la prévention, plus qu'auprès des enfants, parce qu'il y a déjà, comme on l'a dit, beaucoup de choses quand même pour les enfants. C'est pas coordonné, ça a été très bien dit. C'est schizophrénisé, on l'a bien dit, mais quand même ça existe. Si on coordonnait tout ça, la petite fille là dont je vous ai donné l'exemple, l'orthoptiste, l'orthophoniste, le kiné, entre eux, ils n'ont aucun lien pour parler de cet enfant. C'est ce qui se faisait avant dans ce qu'on appelait les établissements d'enfants. Il y avait des équipes où chacun, autour d'un enfant, tous ceux qui s'occupaient de l'enfant se réunissaient. Ça s'appelait une réunion de synthèse et on prenait des décisions globales. Coordonnées. Ça, maintenant, avec les spécialistes et l'envoi chez le spécialiste comme ça ne se fait plus. Et donc, on a perdu qu'un enfant, c'est une globalité. Oui, je vais juste noter positivement quand même qu'au sein des CMPEA, des centres médico-psychologiques pour enfants et ados, on se rend bien compte que la plupart des enfants qui nous sont adressés ont des problématiques pour lesquelles ils ne peuvent pas se résoudre qu'avec l'enfant. C'est le lieu. C'est des lieux où les enfants ont des espaces de parole pour évoquer leurs problèmes, mais ces problèmes, finalement, ne sont pas réglés sans la participation des parents. Donc, les parents sont partie prenante aussi de ces consultations. Et il existe heureusement quand même, on essaie de mettre en place des groupes pour les parents. Seulement pour les renforcements des compétences parentales, mais aussi spécifiquement pour des groupes Barclay, par exemple, pour des parents qui ont des enfants qui on a diagnostiqué des troubles de l'attention, des enfants hyperactifs. Mais malheureusement, ces groupes ne sont mis en place que quand il y a des problèmes. Donc, la question pour en revenir à la question du groupe de parole ou bien des espaces, comment ça s'appelle ces espaces qui sont mis en place par les départements dans des quartiers? Les LAP, c'est aussi, je ne sais pas s'ils sont assez investis par les parents. Les lieux d'accueil par enfants sont ouverts et des professionnels sont quand même disponibles. On peut y accéder et assez librement. Mais je ne sais pas s'ils sont assez investis. Monsieur Blanchard, peut-être encore un petit élément. Oui, toujours, je sais. Non, et beaucoup de choses ont été dites. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que c'est important de rendre aussi les parents acteurs du bien-être de leurs enfants. Et ça passe par un renforcement de l'accompagnement à la parentalité. Or, pardonnez-moi de dresser encore un portrait assez noir, mais la PMI, dont c'est le rôle, est quand même aujourd'hui en grande détresse en fait. Donc je pense que si on veut renforcer cet accompagnement à la parentalité, ça passe aussi par un renforcement de la PMI. Et ça a été dit, mais au-delà des parents, je pense qu'il est aussi important de rendre l'enfant lui-même acteur de son bien-être. Ça c'est quand même très très important et c'est important surtout de le souligner. Et ça passe, comme ça vient d'être dit à
à l'instant, par la mise en place d'espaces où il peut parler. Voilà. Et puis, je terminerai là-dessus. Je crois qu'il faut aussi créer un environnement scolaire favorable au bien-être de l'enfant, parce que c'est quand même à l'école qu'il passe la majeure partie de son temps. Donc l'école doit être quand même impliquée là-dedans, et ça passe par la création d'un climat scolaire inclusif. Ça passe également par toujours la création d'espaces d'écoute, par la formation des professionnels, etc., etc. Et puis par la coordination de tous ces professionnels, bien entendu, mais ça, on l'a déjà dit aussi. Merci beaucoup. Mais après donc, ce petit tour d'horizon, maintenant la parole est à la salle. Donc... Merci beaucoup. Oui, en fait, je me fais un peu violence pour prendre parole parce que, je l'ai dit mardi, je représente... je suis une maman désenfantée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Je représente 300 mamans qui ont témoigné à la CIVIS, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On est 300 mamans à avoir témoigné sur les 16 500 témoignages reçus par le juge Durand. L'histoire, en fait, moi, par exemple, j'étais en couple, mariée, tout va bien. Je dépose plainte parce que ma fille me confie un inceste, elle avait 3 ans et demi, mais elle parlait. C'était très clair. Et puis là, au civil, mon ex-mari me fait passer pour folle, me fait enlever mes enfants. Moi, bien sûr, effondrement psychique comme la grande majorité des mamans. On se retrouve amaigri. Enfin, c'est vraiment très dur. Derrière, c'est la descente aux enfers, parce que finalement, on est face à des professionnels qui en gros, nous disent allez, avouez que vous mentez. C'est que ça, en fait. On nous demande que de démentir, puisque le juge a jugé qu'il n'y avait rien. Et après, plus tard, la plainte est classée sans suite pour manque d'éléments probants, comme 70% des plaintes dans le cas d'inceste, ou dans le cas d'attouchement sexuel sur mineur, pardon. Donc on arrive à cette situation-là. Alors moi, comme je le disais à la présidente de la DEI, j'ai beaucoup étudié. Ça a été salvateur pour moi, avec un collectif aussi, le groupe des proches protecteurs. On s'est réunis. Et le désenfantement, l'inceste, etc. On a fait 70 pages de la mère. Enfin, il y a une dimension psychologique, sociologique, du droit, etc., etc. D'ailleurs, je serais beaucoup intéressée, parce que je continue mes études quand même sur le sujet, par votre rapport que vous avez évoqué. Et finalement, aujourd'hui, j'ai quand même une question. En tant que maman et pour mes amis avec qui je suis en lien quotidien, c'est en fait, nous, notre souci, on fait face ou on ne fait pas face. Il y a un taux de suicide et un taux de criminalité chez les mamans désenfantées. Elles enlèvent leurs enfants, en fait, ou elles se suicident. Malheureusement, j'ai perdu des amis. Il y a beaucoup d'autres qui, comme moi, tiennent pour les enfants et sont en procédure, en fait. C'est des procédures... terrible, c'est vraiment, voilà, mais je me bats. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de centrer les questions, les débats sur mes enfants, sur les enfants, si on avait, par exemple, un taux de fécondité de 1,83 enfants par femme. Si 300 femmes ont témoigné des mêmes choses à la CIVIS, c'est qu'à un moment donné, il y a une probabilité qu'en tout cas, il y ait 549 enfants aujourd'hui dans les mains de leur agresseur sexuel, sur décision de justice. D'accord ? Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de centrer les débats sur l'enfant. Voilà. Pas que sur le droit, mais aussi sur le risque. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les risques sur la santé mentale des enfants ? Parce que c'est là où, en fait, on n'a pas pu répondre dans le rapport. Quels sont les risques sur la santé mentale des enfants qui ont été remis à leur agresseur sexuel, où les mères, on a été silenciés, en fait. On est silenciés. Et moi, aujourd'hui, je le refuse. Voilà, ce que je dis, c'est clair. Et du coup, quels sont les risques psychologiques sur ces enfants qui, en fait, de mon regard à moi, mais moi, je suis maman et j'essaye d'adoucir mes émotions, mais en fait, ont été trahis par notre
tout notre système. Je n'accuse pas que la justice. Attention, je suis bien claire. C'est des travailleurs sociaux, mais c'est aussi des amis qui m'ont tourné le dos. C'est tout le monde, d'accord? Mais aujourd'hui, quels sont les risques sur la santé mentale de ces enfants qui sont remis à leur agresseur et dont la mère est en fait, j'ai envie de dire un mot fort, attaquée. Merci. Bon, des risques, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup qui font face. Vous connaissez Cyrulnik avec son concept de résilience. Les enfants sont des êtres exceptionnels, qui ont des flexibilités, des capacités d'adaptation et de résilience absolument extraordinaires. Mais, donc, il y en a qui vont quand même... on dit s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils vont quand même arriver à construire du psychique qui va leur donner ou leur redonner le goût de la vie. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est très difficile à définir, c'est l'appétit de la vie. On remarque, Cyrulnik le dit bien, que parfois, pour certaines personnes, c'est presque majoritairement, plus on a affronté de choses enfant, plus on a de capacité de résilience. Et donc, il y a ceux qui ont cet appétit de la vie qui va se renforcer face aux épreuves, et puis il y a ceux qui ne pourront pas, et donc qui n'auront pas cette capacité de résilience, et qui vont faire des maladies, je dis bien faire, parce que c'est ça, c'est leur porte de secours, des maladies physiques pour pouvoir dire je souffre. Il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont être dépressifs, etc. On ne peut pas dire, c'est tellement individuel et ça peut tellement changer au cours de l'évolution de l'enfant, on ne peut pas dire quelles sont les conséquences. On le sait après coup, voilà. Mais on ne le sait pas à l'avance. Par contre, ce que vous soulignez là, c'est que ce qui se passe avec les enfants, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre société. Et notre société est extrêmement violente. Et c'est pour ça qu'on assiste de plus en plus, sous forme d'inceste, d'infanticide, de terrorisme, etc., à des actes extrêmement violents. On est une société violente. Et on ne veut pas le reconnaître, donc on ne le traite pas. Dans l'ensemble. Là aussi, il y a des choses qui sont faites, mais dans l'ensemble, on ne traite pas. Calculez-vous, le matin, quand vous vous levez, toute la violence que vous allez vous faire pour réussir votre journée. Oui, je comprends parfaitement votre préoccupation et j'en suis solidaire. Et voilà, comme illustration, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, dans mon service, j'ai 2 collègues qui ont failli s'écharper, 2 collègues psychologues, sur des situations justement d'inceste. Et ça me fait encore repenser à la question des moyens qui sont alloués en même temps au secteur de la justice. Moi, je m'en rendais pas forcément compte, mais pour des gars, une famille où le papa abusait des 3 enfants. Et malgré les signalements qui ont été faits par ma collègue, des révélations qui ont été faites, des courriers envoyés au juge, il se passe des mois et des mois et des mois et des mois qui passent et aucune réaction. Et on reçoit des familles qui sont désemparées du fait que ça ne bouge pas. Donc là, on ne peut que faire confiance aux capacités de résilience des enfants et faire en sorte que ça bouge, faire notre possible sur la communication sur ces problèmes. Bien le bonsoir. Merci pour votre présentation et les échanges. J'ai bien aimé l'illustration que vous avez faite sur
le fait de regarder les choses dans leur ensemble, de dézoomer, si je puis dire. Et également la chose que vous avez dit, Madame Guédan, quant à la somatisation d'un mal-être et la façon dont on doit se faire violence chaque matin. Et cela m'amène à 2 questions. La première qui s'adresse aux 3 intervenants. Alors c'est un peu pour revenir sur la violence qu'on doit se faire, un peu poursuivre en quoi cela consiste-t-il. Et la deuxième question, c'est tout simplement, ça s'adresse à l'UNICEF et ça concerne le club UNICEF Mobilisez-vous. En quoi Moi, je suis à la retraite à moitié. C'est-à-dire, j'ai enseigné ici pendant, je ne sais plus, 15 ans, 20 ans, ici, dans ces amphis et tout. Et je me suis faite beaucoup violence pour être à 8 heures devant beaucoup d'étudiants dont la moitié n'avaient rien à faire de ce que je racontais. Et l'autre moitié très concentrée, mais qui supportait pas le bruit des autres. Enfin bon, je raconte. Mais après ça, j'avais autre chose. J'avais ma famille, j'avais mes enfants, j'avais le cabinet, etc. C'est-à-dire un tas d'actes importants qui s'enchaînaient les uns aux autres sans que en ayant l'impression que je pouvais pas arrêter ça, que ça n'en finirait pas, et à la fin que je faisais peut-être pas très bien les choses parce qu'il y en avait trop. Et le soir, arrivé complètement épuisé en disant « heureusement que je vais dormir ». Mais qu'est-ce qui se passe quand on est épuisé? On ne peut pas dormir, on est trop fatigué. C'est cette violence-là à laquelle je pense. Maintenant, ça va, je travaille 2 jours et demi par semaine, bien comme je veux, je peux prendre mon temps, c'est formidable. Et l'autre moitié, eh ben, je fais tout ce qui me plaît. Donc je suis enfin dans une vie qui peut être non violente. Voilà. Mais il faut attendre longtemps pour y arriver. Peut-être si je peux continuer sur les illustrations. On sait bien quel est aujourd'hui l'état de l'hôpital en France. Donc il ne se passe pas une journée, par exemple, dans mon service ou une réunion sans qu'on essaye de faire tomber la tension qui est la nôtre de ne pas avoir de médecin coordinateur au quotidien de l'équipe. Et on sent bien qu'il y a une tension, mais on râle, on en a marre, mais au final, on est content d'aller au boulot parce qu'on se dit, on sert à quelque chose. Que seront ces familles sans nous, en toute modestie. Mais on préfère se concentrer sur ce qu'on peut apporter, sur ce qui est gratifiant pour nous, plutôt que sur ce qui ne va pas. Oui, alors nous, c'est pas vraiment club, il me semble. Philippe, voilà, arrête-moi. Nous, c'est autre chose. Nous, on est jeunes ambassadeurs, en fait, sur le Gard. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on peut être jeune ambassadeur dès l'âge de 6 ans jusqu'à 26 ans. Donc moi, j'ai 24 ans actuellement. Il y a Lucie dans la salle qui est aussi jeune ambassadrice. Donc il n'y a pas de club ici sur Nîmes, mais l'idée, c'est de faire des interventions comme celle-là. C'est aussi d'aller dans les écoles. C'est de faire surtout de la sensibilisation sur les droits de l'enfant. Et le mieux, c'est surtout de faire comprendre aux enfants qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent se les approprier, qu'ils peuvent aller voir quelqu'un pour les faire respecter. Voilà. Alors, pour répondre aussi plus précisément sur les clubs UNICEF, ça s'adresse souvent dans des universités où il y a des conventions qui peuvent être signées et qui est un regroupement de jeunes qui peuvent, au travers d'une convention qui peut être signée avec l'université, permettre d'exercer un certain nombre d'actions, de sensibilisation à l'intérieur de l'université et de s'exprimer ou de monter des actions directement au profit de l'UNICEF.
Voilà, c'est ça. Ça peut faire aussi dans des écoles primaires. Donc il y a parfois, puisque Lola l'a dit tout à l'heure, c'est à partir de 6 ans. Et donc on a dans des écoles primaires des clubs UNICEF qui sont montés, un collectif de jeunes qui ont envie de s'investir. Et donc ils sont assez autonomes. Donc on est là juste pour leur apporter parfois un certain nombre de conseils, mais qui sont très autonomes. Tout d'abord, merci pour votre exposé à tous les trois. Alors moi, en tant qu'ex-directrice d'école, je vous remercie vraiment beaucoup, Madame Guédan, d'avoir abordé le problème du saucissonnage de nos enfants, parce que moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, c'est qu'on perdait complètement de vue leur globalité pour justement toujours se regarder juste une toute petite paille de leur être. Vous avez abordé aussi le problème des moyens par rapport à notamment la santé mentale. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer, parce que les moyens, on court toujours après et on n'en a pas souvent beaucoup plus, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer d'utiliser ces moyens autrement? Donc là, je rejoins ce saucissonnage, c'est-à-dire que moi, à l'école, j'avais des enfants, effectivement, qui allaient au CMPP, au CMPI, et qui avaient donc le soir l'orthophonie, la psychomotricité, et j'en passe. Et pour un grand nombre d'entre eux, avec mes collègues, on s'interrogeait même des effets positifs de toutes ces prises en charge. On ne voyait pas du tout, au final, on s'interrogeait vraiment sur leur utilité. Ces moyens qui étaient donnés à ces enfants qui peut-être n'en avaient pas spécialement besoin, puisque on n'en mesurait pas les effets positifs, est-ce que ces moyens, on ne pourrait pas les utiliser pour plutôt se focaliser sur des enfants qui, par ailleurs, c'est vrai, dans les écoles, on avait aussi des enfants qui étaient vraiment une très grosse problématique pour nous et qu'on avait parfois du mal à gérer. Et notamment, par exemple, je songe à un élève qu'on avait dans l'école qui était pour le coup le fils d'une collègue et qui avait visiblement beaucoup de mal à se fondre dans le moule scolaire. Et cette famille, ils sont partis s'installer en Irlande. Et en Irlande, dans l'école publique irlandaise, finalement, il y avait cet enfant a vraiment retrouvé un grand plaisir, une grande joie de vivre, simplement parce que sur l'école, il y avait du personnel en supplément et qui venait, quand l'enfant dans la classe se trouvait dans une situation où il avait envie d'exploser parce que l'immobilité, comme vous dites, de rester comme ça assis et statique et passif, l'insupportait. Eh bien, ces enfants sont simplement récupérés par une tierce personne qui leur propose des activités sportives, des activités artistiques, et ceci pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et ensuite, tranquillement, ils réintègrent leur classe et ils sont de nouveau disponibles pour rentrer dans les apprentissages. Donc ça, c'est des moyens finalement pas élevés et qui, pour un grand nombre d'enfants dans nos écoles, eh bien, suffirait à ce que vraiment ils puissent réellement s'épanouir au sein de l'établissement. L'école finlandaise est sur ce rythme, c'est-à-dire 1 heure d'enseignement, c'est 45 minutes, parce qu'il est prouvé que l'enfant, au-delà de 45 minutes, il ne fait plus attention, il ne capte plus rien, c'est son rythme biologique, et 15 minutes pour s'agiter, aller dans la cour, grimper aux arbres, etc. Et l'enfant est prêt pour le cours suivant de 45 minutes, etc. Et ils font mieux que ça, les Finlandais. Addiction à l'écran. Bon, d'accord, eh ben, on va en faire quelque chose de positif. Tous les enfants ont une tablette qu'on leur donne où tous leurs livres sont à l'intérieur. Ils n'ont plus de cartable avec, parfois, qui pèse des tonnes à charrier. Tout est sur la tablette et les enfants, la tablette, ils adorent. Donc, tac, 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 etc. Ils apprennent
à leur rythme. Ils commencent par... Et puis il y a des contrôles et tout ça. Mais on part de l'enfant. Alors qu'en France, on part des programmes, de ce qu'il faut que l'enfant sache. Or, actuellement, les programmes de l'éducation nationale sont désuets par rapport à l'avenir de ces enfants qui sont en classe, parce que ça sera complètement différent. Et ça, on n'en tient pas compte en France. Et on ne veut pas. Parce que c'est ce que je vous disais, au début du XXe siècle, avec De Crowley, Montessori, Claparède, Dewey, il y en a eu, je veux dire, il y en a eu partout, aux États-Unis, en France, etc. Ils avaient innové tout ça. Et bien tout ça, ça s'est refermé, et c'est fini. Et on n'en parle plus. De 30, 45 minutes, ça, dans les salles de classe, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que, oui, en primaire, en élémentaire. Oui, en primaire. Effectivement, ils sont quand même dans un local. Oui, je sais. Non, mais heureusement, il y a des enseignants intelligents qui adaptent, heureusement. Hein, mais bon, c'est pas partout pareil. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai moi-même été harcelée au lycée. Ce qui m'a rendue en fait physiquement incapable de me rendre au lycée pendant plusieurs années. Même aujourd'hui, revenir à la fac, ça a été compliqué pour moi, alors que bon, Philippe sait par exemple que j'ai été scolarisée ici. Et pourtant au lycée, j'ai pu demander en fait des papiers du psychiatre pour dire qu'effectivement je faisais bien une phobie scolaire, j'étais bien harcelée. Et on a refusé en fait de me réinscrire pour mon année de terminale. En raison de mes absences, en me disant qu'en fait, à cause de mes absences, on ne pouvait pas accepter, je cite mot pour mot, des élèves comme moi dans les établissements scolaires. Et je voulais connaître votre avis. Est-ce que j'aurais pu, même à cet âge-là, saisir le défenseur des droits, par exemple, et savoir en fait à mon âge ce que j'aurais pu faire à ce moment-là pour pouvoir me défendre en fait, et qu'on entende enfin ma voix. Je ne sais pas si vous avez tout enregistré donc, sur sa question. Peut-être déjà, Romain, peut-être répondre sur défenseur des droits. C'est toujours délicat hein, de répondre sur des situations individuelles en n'ayant que certains éléments, mais de ce que j'entends, la situation me semble tout à fait anormale dans la mesure où, on ne l'a pas dit, hein, mais la convention, cette fameuse convention internationale des droits de l'enfant dont on ne fait que parler depuis le début de la soirée, prévoit que ce qui doit primer dans toutes les décisions, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, même si vous n'étiez plus une enfant, mais une grande adolescente, lorsque vous étiez lycéenne, la question à se poser, c'est est-ce qu'il est dans votre intérêt à vous de vous déscolariser après avoir subi du harcèlement? Je ne crois pas que la réponse soit positive à cette question. Je crois au contraire que votre intérêt à vous, c'est de retourner dans un... Peut-être, en tout cas, c'est des questions à se poser dans l'établissement dans lequel vous êtes, parce que peut-être que le fait d'être déraciné, d'aller dans un lycée d'une autre commune ou quoi, bah, ça va générer encore plus de stress, d'anxiété, et que la phobie scolaire ne va pas du tout... comment dire, se terminer. Mais à l'inverse, peut-être qu'il était aussi dans votre intérêt d'aller dans un établissement scolaire, parce que peut-être que le lycée dans lequel vous y étiez, si vous y retourniez, voilà, vous auriez eu des souvenirs très très négatifs. Ça c'est pas moi qui peut le dire en fait. La seule personne qui peut le dire, en l'occurrence, c'est vous. C'est vous qui êtes la mieux placée pour dire si oui ou non vous avez envie de retourner dans ce lycée. Le fait que l'établissement vous refuse la réinscription au lycée au motif que vous avez été absente, pour moi, c'est pas un bon motif. Donc oui, vous auriez pu saisir à l'époque le défenseur des droits. Nous pouvons être saisis par des adultes, mais également par des enfants et par des jeunes directement et gratuitement. Donc il ne faut pas hésiter. Vous avez la chance d'avoir dans la salle, je le précise, parce que moi, en tant que responsable régional, je suis basé à Toulouse, donc assez loin de vous. Mais Noël Pélissou, qui est ici présente, qui peut nous faire un petit signe, et déléguée du défenseur des droits dans le Gard. Elle est par ailleurs référente sur les questions de droits de l'enfant, et donc elle peut recevoir toute personne voilà, pour des situations d'atteinte aux droits des enfants et des jeunes. L'enfant n'a pas le droit d'errer, il faut qu'il marche droit. Le récit qui vient d'être fait me paraît un bel exemple de l'inadéquation de l'institution scolaire par rapport
à ces questions de santé mentale, notamment lorsqu'elles sont avérées par du harcèlement qui est évidemment suivi d'une phobie scolaire. Et c'est quelques exemples que j'ai entendus me font penser que l'arrivée vers les professionnels de la santé mentale est en général assez tardive, parce que les moyens de prévention sont quasi inexistants. Qu'est-ce qu'il en est de la santé scolaire? Combien de fois peut-on rencontrer une infirmière scolaire? Combien de médecins scolaires sont affectés par l'éducation nationale? Et je ne prends que cet exemple-là. Hein. On peut aussi prendre d'autres exemples au niveau des compétences départementales. C'est la question. Dès lors que le régalien, c'est-à-dire l'État et les compétences décentralisées n'organisent pas une véritable politique de prévention, mais on ne peut évidemment que ramasser les dégâts. Surtout en plus quand on raconte qu'il faut parfois des semaines, voire des mois pour avoir un rendez-vous. Ça me fait penser aux maisons de la rue d'Aubagne, à Marseille. Il faut qu'elles s'écroulent pour dire « Ah, c'est dommage ». Je suis responsable éducatif dans une maison d'enfants, au sein d'une maison d'enfants à caractère social dans le secteur. J'ai une petite expérience et tout à l'heure vous évoquiez la question de la prévention qui vient d'être évoquée également maintenant. Et vous parlez en termes de prévention, de soutien à la parentalité, de renforcement des compétences. Et évidemment, vous parlez à un éducateur convaincu de tout ça. Mais ma petite expérience me fait voir aussi que lorsque j'ai commencé mon métier, il y a quelques années, il existait des modalités d'accueil de l'enfant, qui est à l'origine de l'ASE, hein, bien entendu, mais il existait des modalités d'accueil qui étaient préventives, où on accueillait des enfants quelques heures par semaine, sur des temps méridiens, sur des temps de goûter. Mais aujourd'hui, ces modalités-là n'existent plus. On est non plus dans la prévention, mais on est dans la réparation. Et c'est très compliqué aujourd'hui de faire de la réparation. Et effectivement, on se fait bouffer hein, par ce travail éducatif qui nous prend beaucoup, qui est très chronophage. Et voilà, ma question c'est, est-ce que vous avez finalement une solution ou comment on pourrait inverser la tendance? Parce que oui, la prévention c'est sans doute une des meilleures choses pour éviter de réparer, mais encore faut-il qu'on ait les moyens. Donc voilà, si vous avez une solution, je suis preneur, quoi. Prévention plutôt que réparation. Merci. Mais est-ce que, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que les solutions de prévention ne doivent pas, est-ce qu'elles ne relèvent pas de politique et qui doivent être remontées en accord entre justement les directeurs d'établissements comme vous qui sont légitimes dans ces constats et donc les services des défenseurs des droits des enfants. C'est ce que ça me suscite comme réflexion. Une action concertée. C'est peut-être pour ça qu'on est là ce soir, j'ai envie de dire. C'est justement... Liliane Huguet, donc présidente de l'association Défense des enfants internationale. Je pense que justement, si on est là ce soir, c'est pour avoir ce genre de partage. Et c'est surtout pour pas que ça s'arrête là. On a la chance d'être sur un territoire qui est quand même relativement petit. Et je pense que c'est en croisant nos différentes questions
et nos différentes pratiques qu'on peut améliorer, qu'on peut avancer. Voilà, donc moi j'en profite aussi pour vous remercier tous les trois. Et puis après, je ne sais pas comment on va pouvoir continuer. Je suis ravie d'avoir donc Joël, c'est ça ? Noël, voilà. Donc je souhaite pouvoir continuer les échanges. Et puis tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à pouvoir donner vos coordonnées ou en tout cas vos intentions de pouvoir participer à la réflexion sur comment on peut améliorer les choses au niveau du droit des enfants. Hein. Voilà. Merci à tous d'être là. C'est le genre de choses, plus on en parle et plus aussi on est à l'écoute de ce qui peut se passer, et peut-être aussi de faire bouger un certain nombre de choses, puisqu'il y a aujourd'hui des plaidoyers qui se font au niveau national, qui sollicitent le gouvernement sur un certain nombre de points, et la santé mentale en a fait partie, et ça a commencé à bouger, justement parce qu'on fait remonter beaucoup d'informations, beaucoup de mal-être, beaucoup de problèmes qui peuvent être rencontrés à aujourd'hui. La crise sanitaire a été un élément déclencheur, mais ça a été parce qu'il y a eu une collecte énorme d'informations et qui sont remontées et qui ont permis de commencer à faire frémir un certain nombre de choses. Mais c'est aussi à nous, et on est là tous en tant qu'association à des moments donnés, bénévoles dans la plupart du temps, pour pouvoir essayer de remonter des informations et que les choses avancent. Il ne faut rien lâcher et c'est petit pas par petit pas que les choses bougeront. Bien, donc je le disais tout à l'heure, donc cette table ronde a été enregistrée. Donc vous pourrez disposer donc de tous nos échanges sur donc la chaîne YouTube de l'université. Donc ça sera courant décembre. Donc vous aurez accès à l'ensemble des discussions. Je voulais effectivement aussi remercier donc les intervenants, vous remercier aussi donc de votre participation. Et je dirais pour conclure qu'il y a un lien entre la discussion de ce soir, donc vous avez parlé des jeunes parents qui effectivement étaient à la demande donc, de conseils, qui allaient donc consulter des experts. Et mardi soir, nous avons parlé justement de la surresponsabilisation de l'épuisement parental. Et donc effectivement, ces jeunes parents, puisque donc nous avons, nous, des enfants qui sont maintenant des jeunes parents, effectivement se trouvent un peu démunis par rapport à leur responsabilité pour élever dans cet enfant, qui est effectivement un enfant qui est, bien sûr, souvent désiré. Mais effectivement, on sent une pression sur ces jeunes parents, et donc c'est vrai qu'ils consultent plus facilement comme nous le faisions, nous, à notre époque. Voilà, donc merci bien. Et puis je dirais que demain, eh bien, nous avons encore donc une journée où nous vous proposons donc des tables rondes également concernant cette fois les enfants, la justice et la Convention internationale des droits des enfants, dont on a déjà parlé ce soir. Et donc les discussions débuteront à 9h jusqu'à 15h50. Donc vous êtes aussi les bienvenus pour participer donc demain à cette journée. Merci beaucoup. Merci de votre présence et bonne soirée à tous.